Bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver pour ce webinaire et bienvenue à ceux qui n'y ont jamais assisté. Donc, on en fait toutes les semaines et aujourd'hui, on va voir comment réduire ses impôts avant la fin de l'année. Et oui, c'est possible, même si on est le 19 novembre. Et pour cela, on aura Claire Pouget, qui est notre directrice d'agence dans la région Auvergne, qui est la spécialiste, la star sur le sujet, qui va voir avec vous toutes les questions que vous pouvez vous poser pour savoir comment réduire efficacement ses impôts avant le 31 décembre. C'est important. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous avez un chat pour dire bonjour, pour réagir entre vous. Par contre, pour les questions, merci de privilégier l'onglet questions et à la fin de l'intervention de Claire, et du coup, je lui poserai toutes vos questions pour qu'elle puisse y répondre. Je te laisse la parole, Claire. À toi. Merci Marie-Claire. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je suis ravie de partager ce moment avec vous. Et puis surtout ce sujet qui est un peu cher à tous les contribuables sur cette dernière ligne droite. Donc, comment réduire ses impôts avant la fin de l'année, et essayons d'étudier ensemble les solutions qui s'offrent encore à nous et voir surtout comment on peut les mettre en application. Du coup, je voulais vraiment voir avec vous pour essayer d'être sur cette dernière ligne droite, de parler de quelques chiffres, déjà tout simplement pour montrer. Alors, Marie-Claire, je suis juste au niveau du bagage. Ça marchait tout à l'heure. T'essayes d'aller à bouger les slides. Tout à l'heure, ça marchait bien. Ok, ta flèche, ça marche plus, c'est ça? Non. Ok, je vais le faire pour toi. Voilà. Ça y est, tu me diras next. Merci. Ok. Voilà, voir avec vous quelques chiffres déjà sur ce fameux impôt sur le revenu et par rapport au nombre de contribuables existants au niveau de notre territoire. Donc, on est sur 39,3 millions de contribuables. Donc, c'est pour dire si ce sujet est cher à tous et interroge un petit peu tout le monde. Et sur ces 39,3 millions, 17,6 millions sont éligibles au paiement de l'impôt sur le revenu. Donc, à l'inverse, 22 millions de foyers ne sont pas imposables. Et sur ces 22 millions, on a même 3,5 millions d'entre eux qui ont pu bénéficier d'une restitution d'impôt en 2020 avec en moyenne une somme de 828 € à peu près par foyer fiscal. Mais bon, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce montant d'impôt, c'est voir comment on peut interagir dessus d'ici la fin de l'année. Et pour votre information, le montant moyen de l'impôt sur le revenu en France, il est de 4 520 € par foyer fiscal qui sont éligibles au paiement, tout simplement. Donc, l'impôt sur le revenu, sachez que c'est la deuxième recette fiscale après la TVA. Donc, un gros pôle de financement, notamment sur tout ce qui va être dépenses publiques, éducation, santé, défense en règle générale. Donc, un pôle très important au niveau du fonctionnement de notre société. Et à noter le gros dernier changement qu'il y a pu avoir, notamment sur ce montant et sur les tranches marginales d'imposition, ça a été la réduction de la tranche de 14 à 11%, ce qui a permis une baisse d'impôts d'un petit peu plus de 5 milliards au niveau des rentrées d'argent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est aussi qu'en moyenne, depuis 2010, l'impôt sur le revenu a généré 5% de recettes en plus chaque année. Et ce, par plusieurs biais, notamment l'inflation salariale, la progression du nombre de foyers fiscaux, la mise en place également d'une tranche d'imposition à 45%. Également, il y a eu l'introduction de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, abaissement du quotient familial. Voilà, tout ça pour vous dire que chaque année, on assiste à des changements de loi de finances, parfois plusieurs fois dans l'année aussi. Donc, c'est vrai qu'on va voir sur chaque cas individuel, mais on va voir sur ce montant ce qu'il est possible encore de pouvoir effectuer, même si nous sommes le 19 novembre et que la fin d'année approche à grands pas. Du coup, sur la page suivante, je voulais juste faire un petit focus sur le calcul d'impôt sur le revenu, essayer de revoir avec vous le schéma, tout simplement, parce que on va prendre les revenus d'activité nette, tout ce qui va être revenu entrant, pension, retraite,
avoir un revenu brut global, ou en dessous, on va pouvoir enlever tout ce qui va être charge et abattement, appliquer au fil de l'eau tout ce qui va être quotient familial, et puis avoir notre impôt brut qui va rentrer dans le barème progressif de l'impôt. Et sur cet impôt brut, possibilité de faire plusieurs choses, et c'est ce qui va nous intéresser. La décote, la réduction, le crédit d'impôt, voilà toutes ces petites choses que je veux voir avec vous. Et sachez qu'à titre d'information, sur l'année 2020, il y a 11 millions de foyers fiscaux qui ont bénéficié ou d'une réduction ou d'un crédit d'impôt, et que la somme moyenne de cette réduction et crédit était de 1 341 €. Donc, forcément, on va arriver à notre impôt net. Donc, cette somme-là, elle va dépendre forcément de chaque foyer fiscal. Mais pour vous dire que plein de choses sont mises en place et qu'au jour d'aujourd'hui, on est déjà 11 millions de foyers fiscaux à bénéficier de ce qui est niche fiscale, on va dire, mis en place par l'administration. Sur le document d'après, c'était aussi pour vous montrer en quelques mots les 5 tranches marginales d'imposition qui existent dans notre pays. Alors, qu'est-ce qu'une tranche marginale d'imposition? On va dire que tout est un barème progressif et comme vous pouvez voir à gauche, ce taux, il va dépendre du montant des revenus. Mais quand je dis barème progressif, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est-à-dire que chaque montant de revenu par tranche va mouliner avec un taux en face. Le taux marginal d'imposition, il va correspondre au taux auquel est imposée la dernière tranche. Mais par contre, si on est dans l'exemple qu'on a sous les yeux, une personne seule, une part fiscale, et que nous sommes à 50 000 € de revenus, on est bien d'accord que les 30% ne vont toucher que de 50 000 jusqu'aux 25 710 €. Il faut que ce soit bien clair parce que des fois, on fait un petit peu l'amalgame, on est bien sur un barème progressif, ce n'est pas dès le premier euro que le taux d'imposition sera sur cette tranche. J'en profite aussi parce que nous sommes le 19 novembre et c'est vrai que plus on se rapproche de la fin de l'année, plus on peut on va dire faire une simulation sur le vrai impôt qui sera à votre charge. C'est ce qui est important. C'est vrai que quand on prend le dernier bulletin de salaire, par exemple, du mois d'octobre et que vous regardez votre net imposable, voilà, plus on approche de la fin de l'année, plus ce montant va être en corrélation avec vraiment ce qui aura été, on va dire, touché sur cette année 2021. Et plus on peut être en phase vraiment avec une solution qui gomme quasiment la totalité ou au moins s'en rapprocher. Du coup, sur la page d'après, vous parlez, on va dire, deux grandes familles de niches fiscales. Les niches fiscales immobilières et les niches fiscales mobilières. Donc, par niche fiscale mobilière, il faut entendre tout ce qui va être placement, tout simplement, avec 3 grands principes. Donc, le principe de la déduction, de la réduction et du crédit d'impôt. Sachez, je vais préciser derrière vraiment ce qu'on entend par déduction, réduction et crédit. Sachez qu'on ne peut pas excéder, et ça, il faut bien qu'on l'ait tous en tête, 10 000 € d'avantages fiscal par an. Donc oui, les niches fiscales sont possibles. Oui, l'administration nous permet de faire de la réduction, du crédit d'impôt. Par contre, gardons en tête que 10 000 € d'avantages fiscal, ça va être le plafond auquel on va avoir droit pour interagir sur notre impôt brut. Sur la page d'après, je veux préciser vraiment les 3 façons de payer moins d'impôts. La première, elle va être de manière plutôt indirecte, c'est la déduction. Par rapport au schéma que je vous ai montré tout à l'heure, on a les traitements salaire, pension, retraite qui vont être déclarés. De suite en dessous, on va pouvoir déduire, je vais y venir derrière, mais notamment certains placements qui vont avoir de manière indirecte un impact sur l'impôt brut. Ensuite, réduction, crédit d'impôt. Là, on va vraiment baisser le montant d'impôt brut en direct. C'est-à-dire que la réduction, je veux bien la distinguer du crédit d'impôt. On va prendre un exemple très concret. On est sur un foyer fiscal qui a 4 000 € d'impôt sur le revenu à honorer chaque année. Et je vais prendre un exemple à côté de 5 000 €. Si 4 000 € de montant d'impôt, 5 000 € de réduction, on va s'arrêter à 0. À l'inverse, le crédit, si je reprends l'exemple, donc on a un reliquat de 1 000 €. Ces 1 000 € vont être restitués sur le compte des contribuables concernés
et ce virement va être fait par l'administration fiscale. Donc, le crédit d'impôt, si le crédit est supérieur à l'impôt, c'est bien l'administration fiscale qui remboursera la différence. Voilà pour ça. Donc, allons dans le concret. J'ai voulu prendre 5 exemples vraiment pratiques, concrets et encore envisageables à cette date-là. Donc, 5 grandes thématiques qu'on va évoquer. Tout simplement, le plan d'épargne retraite individuel, donc avec toutes les nouvelles subtilités et notamment avec tous les changements dus à la loi Pacte qui est intervenue en 2019. Les SCPI fiscales, parce que on est sur plusieurs types de SCPI, mais là, j'ai vraiment voulu approfondir le côté SCPI défiscalisantes qui est encore largement possible à cette date pour pouvoir avoir un impact sur votre impôt. Également, retour sur le côté placement financier avec tout ce qui va être FCPI et les FIP. Je viendrai en détail dessus sur comment ça fonctionne, le montant de la réduction et qu'est-ce qu'il est possible de souscrire. Mais également de ne pas oublier tout ce qui est réduction et crédit d'impôt de la vie quotidienne. Ça, c'est aussi le côté un petit peu truc et astuce aussi par rapport aux enfants, par rapport à certains crédits et réductions d'impôts auxquels on ne pense pas forcément et qu'il va bien falloir enregistrer lors de la déclaration de l'année prochaine. Et également, même si on est un peu tard en termes de délai, mais n'oublions pas l'investissement immobilier en direct et toutes les niches fiscales qui correspondent à ça, notamment qu'elles soient dans le neuf ou dans l'ancien, on y verra, que ce soit un paiement cash ou encore quelques biais par le financement où là, on se doit en face d'avoir des interlocuteurs courtiers et bancaires hyper efficaces, mais rien n'est trop tard. Commençons d'abord par le plan épargne retraite. Voyons son fonctionnement, ses caractéristiques. Mettons-nous tous en tête surtout qu'à cette date-là, pas de pression, on est encore largement sur des possibilités de souscription. On a souvent des personnes qui ont des anciens PER qui s'appelaient PERP, plan épargne retraite populaire, chez des assureurs, chez des banquiers, chez des employeurs. Enfin on a beaucoup d'enveloppes existantes. Des fois, on ne sait pas chez quelle compagnie elles sont, quel montant il y a, on n'a pas de relevé. Donc moi, là, je veux vraiment faire un focus sur ce qui nous intéresse, comment ça fonctionne. Si on en a un, bien le faire fonctionner. Et si on n'en a pas, essayez de répondre à toutes vos interrogations et essayons d'être le plus clair possible sur ce produit qui peut être complexe en termes de caractéristiques. Mais là, je veux vraiment aller à l'essentiel et vous montrer les gros points positifs et fiscalement parlant, comment on peut y trouver son intérêt. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ancien PER, il avait été créé en 1992. Il a été transformé avec la loi Pacte en 2019 et à l'origine, même si là on va parler de fiscalité, c'est un produit retraite. J'insiste bien dessus parce que c'est dans sur ce scénario qu'il a été créé. Donc forcément, qui dit produit retraite, dit produit d'épargne à long terme, dit une constitution de capital pendant sa vie active, mais je précise qu'il n'y a aucune obligation de versement, qu'elle soit d'ordre régulier, permanent, mensuel, semestriel, qui est obligatoire. D'où le fait, comme je disais tout à l'heure, qu'il y a eu beaucoup d'enveloppes plan épargne retraite ouvertes ou qui sont restées complètement inexistantes tout simplement. Donc, essayons aussi de se mettre en tête de faire vivre ces enveloppes qui ont été ouvertes les années précédentes. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'on peut avoir plusieurs plans épargne retraite par souscripteur sans aucun problème. Donc, ça nous aussi permet d'éclaircir ce côté transfert envisageable, je vais y revenir, mais le côté où même si on a des enveloppes qui sont ouvertes chez certaines compagnies ou certains établissements bancaires, rien ne nous empêche de repartir sur une nouvelle constitution de patrimoine. On est sur une souscription qui est ouverte à tous. Pas de condition d'âge ou de situation professionnelle, peu importe. Comme je vous ai dit, produit retraite, donc sortie à la retraite, avec des portes, on va dire, autres que je vais évoquer tout à l'heure, mais on est sur une sortie à la retraite avec deux possibilités de sortie, ou sortie en capital, ou sortie en rente.
J'insiste bien sur cette nouvelle subtilité, notamment mise en place avec la loi Pacte. Avant, le plan épargne retraite populaire, on n'avait possibilité que de sortir 20% en capital et le reste était automatiquement calculé sous forme de rente. Maintenant, donc on est toujours sur un produit qui va être disponible à la liquidation des droits à la retraite. Par contre, avec une sortie possible à 100% en capital et qui, en plus, donc le capital serait versé d'un coup, mais fiscalement parlant, possibilité du coup d'optimiser sa fiscalité et de couper, on va dire, notre achat sur plusieurs années fiscales. Donc là, c'est vraiment du cas par cas. C'est quelque chose où il faut faire une vraie étude avec un conseiller en gestion de patrimoine parce qu'en fait, on a répartition sur l'année en cours, au cours de laquelle l'adhérent en a disposé, plus sur les 4 années suivantes. Donc, on a une vraie répartition fractionnée de la fiscalité. Par contre, gardons bien en tête que le retrait se fait en un coup, une fois le justificatif de retraite mis à disposition de la compagnie. Mais là, on est vraiment sur quelque chose d'hyper important parce que cette loi Pacte a permis quand même d'assouplir un petit peu ces conditions de sortie. Donc, double avantage, sortie 100% en capital envisageable et fiscalement parlant, possibilité de jouer sur plusieurs années fiscales. Parce qu'en général, on part du principe aussi que la tranche marginale d'imposition, à la retraite, va baisser dû à une baisse de revenus. Donc, c'est pour ça qu'il y a une vraie étude fiscale qui est à mettre en place pour voir ce qui est le plus favorable. Ensuite, donc, quel est l'avantage d'ouvrir un plan épargne retraite individuel? Donc, sur la page d'après, je voulais vous montrer le fonctionnement. C'est-à-dire que le plan épargne retraite, si on prend l'avantage fiscal dû à ces versements, on a la possibilité de déduire les versements annuels, donc de l'assiette de l'impôt sur le revenu imposable, avec des plafonds fixés par la loi. Donc déjà, cet avantage fiscal, il va dépendre de votre statut. Est-ce qu'on est salarié ou est-ce qu'on est travailleur non salarié? Et ce statut va avoir des plafonds de déduction différents. Pour les salariés, on est sur 10% des revenus professionnels, dans la limite de 32 909 € en 2021 et avec un minimum de 4 052. Donc, gardons bien ces deux montants en tête. Et pour les TNS, travailleurs non salariés, on va être sur 10% de la fraction du revenu imposable, donc toujours dans notre limite des 32 909, majoré de 15% de la fraction du bénéfice imposable, compris entre 1 fois et 8 fois le PAS. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le plafond global pour les travailleurs non salariés, lui, va pouvoir s'élever jusqu'à 76 102 €, avec également existence d'un plafond minimum qui va être de 4 114 €. Ce que je veux rajouter ici sur ces plafonds, c'est qu'on va avoir la possibilité de récupérer les 3 dernières années de ce plafond. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais quand on a notre avis d'imposition sous les yeux, on a toute une petite partie plafond épargne retraite. Et si on regarde sur le dernier qu'on a reçu, on va avoir le plafond non utilisé pour les revenus de 2018, de 2019, de 2020. Donc, bien calculer et se dire que ces 10% peuvent être du coup augmentés de ces 3 dernières années qui n'ont pas été utilisées. Surtout qu'en plus, les calculs se font bien, c'est-à-dire que ce sera toujours l'administration fiscale va toujours prendre en premier les premiers plafonds. Donc, chaque année, on va se retrouver avec possibilité de récupérer les anciennes années. Donc, bien à calculer quand vraiment on est dans l'optimisation, sachant que ce qu'on peut garder en tête aussi, c'est que stratégiquement parlant, on va être dans du très bon conseil quand on va conseiller de gommer au moins une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc après, comme tout, c'est quelque chose qui se fait au cas par cas. On arrive à la fin de l'année, donc on peut être très, très précis sur le montant d'impôt prévisionnel et faire des versements sur des plans épargne retraite qui vous gomment pile pour essayer d'arriver à cette tranche à 11% et essayer de gommer au maximum au-dessus. La sortie du plan épargne retraite, hyper importante parce que comme je vous ai dit, c'est un produit retraite. Par contre, voilà, donc bloqué jusqu'au départ de la retraite de son titulaire avec éventuellement des sorties anticipées possibles en cas d'accident de la vie.
Donc, en cas d'accident de la vie, il faut entendre les 5 exemples qui sont notifiés ici. Donc, décès du conjoint ou de partenaire de PACS, invalidité du titulaire, de son conjoint ou du partenaire de PACS de ses enfants, situation de surendettement, expiration des droits à l'assurance chômage, liquidation judiciaire de l'entreprise du titulaire. Donc, vraiment, j'ai envie de vous dire, ça reste des cas de figure plutôt dramatiques où on va avoir une baisse de trésorerie et de revenus sur le foyer fiscal. Mais la grosse nouveauté, et celle-ci c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que cette loi Pacte a aussi permis une porte de sortie plutôt très agréable, c'est l'acquisition de la résidence principale. Donc là, c'est une vraie nouveauté par rapport à ce nouveau plan épargne retraite, c'est-à-dire que l'acquisition de la résidence principale, il y a un motif de déblocage anticipé de cette épargne. Par contre, bien entendu, il va falloir justifier que le rachat de ce plan épargne retraite vient en apport sur le projet immobilier qui est en cours. Donc, on n'est pas uniquement sur un motif, on est bien avec un justificatif derrière, c'est-à-dire que sur la simulation bancaire, le montant de l'apport devra correspondre à ce montant minimum de rachat sur le plan épargne retraite. Voilà pour les portes de sortie. La sortie, elle est aussi hyper importante fiscalement parlant. Je vous ai parlé des avantages de versement, on va dire en termes de fiscalité. Il est forcément important que je vous parle de la fiscalité en cas de sortie. Donc, comme vous voyez sur ce tableau, on distingue de bien deux choses. La sortie en capital, la sortie en rente et en haut, les versements. Est-ce que mes versements ont permis à faire de la déduction fiscale ? Auquel cas on sera dans la première colonne, versement déduit du revenu imposable, ou est-ce que j'ai utilisé mon plan épargne retraite uniquement pour faire de l'épargne, de la diversification de patrimoine et du rendement, où là, je n'ai pas bénéficié de mes versements au titre d'une déduction d'impôt. Si je vous laisse regarder, ce qui est important surtout, ça va être le côté sortie en capital. Donc, si je n'ai pas utilisé mon avantage fiscal, je n'ai pas d'imposition sur ma sortie en capital. À l'inverse, on ne peut pas avoir double avantage. Donc, si j'ai eu l'avantage de la déduction, je vais avoir mon capital. Et j'insiste bien sur le côté capital, car là, on va prendre l'intégralité des versements qui va être soumis à l'impôt sur le revenu. Les gains et les plus-values, quant à elles, sont soumis au prélèvement forfaitaire de 30%. Si nous sommes sur une sortie en rente, pareil, deux cas de figure différents, où on va être soumis au régime fiscal de la rente viagère à titre gratuit, et là, on est sur des rentes qui vont être soumises à l'impôt sur le revenu uniquement après un abattement de 10%, où on va être soumis au régime fiscal de la rente viagère à titre onéreux, et là, on va également être soumis à l'impôt sur le revenu, mais par contre, on va avoir un abattement qui va être lié à votre âge, lors du premier versement de la rente. Donc, juste pour rappel et juste pour éclaircissement, donc cet abattement, 4 possibilités, il va être de 70% si vous êtes âgé de moins de 50 ans, ce qui va être rare vu qu'on est en anticipation de départ à la retraite, de 50% entre 50 et 59 ans, de 40% entre 60 et 69 ans, et de 30% si vous êtes âgé de 70 ans ou plus. Donc, si on prend le départ à la retraite légal au jour d'aujourd'hui, ces rentes viagères à titre onéreux, si on prend 62 ans, auraient un abattement de 40%. Voilà. Donc, ce qui est toujours mieux que les 10% soumis au régime fiscal de la rente gratuite. Il faut bien distinguer, est-ce que j'ai utilisé ce PER pour ma déduction d'impôt et cette sortie capitale ou rente va vraiment dépendre de ce choix de départ. Et chose importante aussi, on peut avoir un plan épargne retraite, faire des versements chaque année et ne pas avoir chaque année cette déduction fiscale. Il va y avoir une année où vous pouvez ne pas l'utiliser et auquel cas on sera uniquement sur du complément de capital sur ce produit d'épargne. Prenons un exemple concret. Donc là, je suis partie sur un exemple de Camille, 35 ans, célibataire sans enfant, donc du coup avec une part fiscale, qui a une rémunération de 45 000 € en net imposable, qui a une tranche marginale d'imposition à 30% et qui a une somme d'impôt sur le revenu à l'année
qui est de 6 219 €. Parlons clairement du plafond possible, c'est-à-dire que notre plafond de versement PER, il est bien calculé sur la somme après abattement. Donc, où on est après abattement des 10%, ou on est après abattement des frais réels, en fonction du choix du contribuable que l'on va avoir. Mais que ce soit bien clair, ce plafond est calculé par rapport à ça. Donc, je vous ai dit, là, on va avoir 2 fois 10%, donc 10% de cette somme après abattement. Donc, ça veut dire que Camille va pouvoir utiliser ces 10% de plafond, donc c'est 4 050 €, qu'elle va pouvoir verser sur son PER. Le gain fiscal, là, on va toucher uniquement la tranche à 30%. Donc, le calcul est rapide. Ce que l'on va verser, on va multiplier par cette tranche et on va avoir notre économie d'impôt nette, d'où 1 215 €. Soit une économie d'impôt si on se projette sur le long terme, parce que je pense que quand Camille sera à la retraite, l'âge légal sera de 65 ans. Donc, c'est pour ça que je me suis permis de faire un prévisionnel sur 30 ans. Mais voilà, clairement, on peut avoir une économie d'impôt de plus de 36 000 € en profitant de cet avantage fiscal et surtout en capitalisant sur un produit d'épargne. Voilà ce qui est important de garder en tête. Plus la tranche d'imposition est importante, plus la déduction fiscale sera intéressante pour l'épargnant. Ça, c'est certain. Comme je vous ai montré tout à l'heure, au-delà de la tranche à 30, on a la tranche à 41, la tranche à 45. Je vous laisse faire vos calculs, mais du coup, en termes de gain fiscal, nos 4 050 ne seraient pas multipliés par le même chiffre et du coup, avec une économie d'impôt en face beaucoup plus attrayante. Je vous le rappelle, possibilité d'utiliser les plafonds des 3 années précédentes. C'est important parce que même si on parle de capitaux bloqués jusqu'à la retraite, on peut avoir une année où on ait une trésorerie rentrante, des fonds qui n'étaient pas forcément prévus et de bien se dire qu'on n'est pas uniquement bloqué par les 10% de nos revenus d'activité. Et chose très importante aussi, on est dans un cas de figure. Tout à l'heure, je vous disais, on ne peut pas dépasser 10 000 € d'avantage fiscal. Les avantages fiscaux du plan épargne retraite ne rentrent pas dans ces 10 000 €. Donc voilà, ça nous laisse une marge beaucoup plus importante. Ce n'est pas inclus dans le plafonnement des 10 000 € des niches fiscales. Au niveau des transferts, vous voyez tout à l'heure, beaucoup de personnes ont des PERP, des Madelin, des PERCO, des P2E, plein de choses chez les employeurs. Au jour d'aujourd'hui, en moyenne, un salarié change 4 fois d'entreprise dans sa vie professionnelle. Donc, ça vous laisse, puis ces chiffres sont plutôt à la hausse d'année en année, donc ça vous laisse réfléchir sur le fait des produits qui peuvent éventuellement avoir été ouverts, que ce soit par l'employeur ou dans les propres établissements bancaires ou assureurs de chaque personne. Là, je vous ai montré et je voulais voir avec vous cette petite synthèse des transferts qui est quand même hyper important parce que ça peut nous permettre du coup d'avoir au sein d'un même produit des flux et des capitaux qui sont un petit peu à droite à gauche dont on ne fait aucun suivi. En général, on ne sait même pas sur quels fonds ils sont investis, ni des fois quelle valorisation, ni quelle somme il y a au jour où on se pose la question. Donc là, voilà, cette synthèse des transferts nous permet de se mettre en tête ce qu'il est possible de faire, donc toujours en étant accompagné aussi, parce que bien entendu, c'est le conseiller qui peut vous orienter dessus et vous dire ce qu'il est possible de transférer ou pas, et surtout s'occuper de tout en termes d'administratif. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que vers le PER, mis à part le plan épargne entreprise dit P2E, tout se transfère. Voilà. Donc, avec des délais plus ou moins courts, mais dans tous les cas, tout finit par se faire. Donc, c'est vrai que c'est aussi cette souplesse de se dire que depuis le 1er octobre 2019 et cette fameuse loi Pacte, que des avantages et surtout une vraie souplesse et on va dire une facilité de gestion qui est de plus en plus mise en application. Je voulais également aborder un petit point qui pour moi est une petite astuce aussi à garder en tête et un exemple à retenir. C'est le plan épargne retraite et les enfants mineurs. Alors sur le papier, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas forcément de corrélation quand on parle PER et enfants mineurs,
mais je voulais vraiment prendre cet exemple avec 3 avantages qui sont pour moi hyper importants et surtout profiter de ce côté où, pas d'obligation d'être majeur pour ouvrir un plan épargne retraite. Donc, le plan épargne retraite, il peut aussi pour moi être une solution de placement en vue de préparer le projet d'acquisition de résidence principale de son enfant. Donc, la souscription serait au nom de l'enfant. Les fonds seraient versés, on va dire, par les parents, hein, on s'entend là-dessus, mais surtout pour bénéficier de 3 avantages. Le côté, utiliser un plafond supplémentaire de déduction fiscale par les parents. Si les 10% sont utilisés, si les 3 dernières années sont utilisées et qu'on n'a plus de capacité et qu'on a envie de verser, on peut bénéficier de ce plafond. Le plafond, automatiquement, il va être du minimum, c'est-à-dire c'est 4 052 €, parce qu'un enfant mineur n'aura jamais de revenus entrants au-delà de ça, du moins en termes de traitement et salaire. N'oublions pas que nous sommes sur un cas de sortie anticipé pour l'acquisition de la résidence principale. Donc, si on est sur un contrat PER, un objectif résidence principale pour ses enfants, on y répond totalement. Et surtout, bénéficier aussi d'une rémunération plus attractive que l'épargne logement. Pour rappel, au jour d'aujourd'hui, ce sont des taux réglementés et des produits d'État, mais le taux de rémunération du plan épargne logement, il est de 1% brut, et celui du compte épargne logement, il est de 0,25 brut. Donc, quand je parle de rémunération plus attractive, voilà, c'est aussi hyper important. Le plan épargne retraite, on est sur des architectures ouvertes. On va pouvoir diversifier et choisir l'intégralité des fonds qu'on va mettre dedans. Donc, en fonction du profil de risque, on va être sur des fonds euros, plutôt sécuritaires, plutôt obligations monétaires, mais également des unités de compte immobilières. Essayer de toucher un petit peu du doigt tout ce qui va être OPCI, SCPI. Et également, possibilité de diversifier, d'aller chercher de la performance, d'être sur des unités de compte bourse. Donc, où là, on va essayer d'anticiper au mieux, d'être sur du versement programmé. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, quitte à essayer de toucher du doigt les marchés financiers, quoi de mieux que d'être sur un horizon de placement long? Et là, on y est clairement. Donc, ce petit côté plan épargne retraite et enfant mineur, à garder en tête, mais ces 3 avantages-là ne sont pas négligeables. Ensuite, petite subtilité aussi, sur le côté assurance vie et PER individuel. On a un avantage existant et qu'on peut utiliser sur le transfert des assurances vie sur un plan épargne retraite individuel. Je m'explique. Ça aussi, depuis la loi Pacte, ce transfert est autorisé, que ce soit un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. Alors, c'était déjà le cas avant, bien entendu. Rien n'empêche qui que ce soit de solder ou de faire un rachat de ces contrats d'assurance vie. Mais là, on va avoir un réel avantage fiscal. Plusieurs conditions doivent être réunies. Déjà, pour pouvoir évoquer ce transfert et parler avec vous derrière de l'avantage, il faut être détenteur de ce contrat d'assurance vie ou de capitalisation depuis plus de 8 ans. Ensuite, sur ce rachat, l'intégralité des sommes issues vont devoir être versées avant le 31 décembre de l'année du rachat sur ce plan épargne retraite. Voilà. Et la 3e condition, c'est que le souscripteur doit être à plus de 5 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Donc, dans un contexte au jour d'aujourd'hui, il faut être âgé de moins de 57 ans en l'état actuel de la législation pour pouvoir prétendre à ce que je vais évoquer juste sur la page derrière. Pour rappel, quand on fait un rachat de contrat d'assurance vie, au-delà de 8 ans, on a un abattement fiscal sur les intérêts qui va être de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple marié. L'avantage fiscal de ce transfert, avec les conditions réunies sur la page d'avant, c'est que les gains réalisés vont être exonérés d'impôts et cette exonération d'impôts, elle va être doublée. Donc, elle va être jusqu'à 9 200 € pour un célibataire et 18 400 € pour un couple marié ou pacsé. Moi, je trouve que ça peut être une très bonne opportunité, notamment sur des anciens contrats d'assurance vie peu rémunérateurs. Attention aux antériorités fiscales aussi, bien entendu, il faut être très regardant dessus. Mais ce côté transfert nous permet d'avoir un double abattement fiscal, ce qui n'est pas négligeable
Et c'est surtout que qui dit versement sur un PER, on aura bien entendu aussi le choix de la déduction fiscale qui sera possible par rapport au montant investi, comme n'importe quel versement sur un plan épargne retraite. Voilà pour le plan épargne retraite. Ensuite, restons sur le côté placement financier en évoquant les fonds communs de placement. Donc, les fonds communs de placement dans l'innovation, ou plutôt fonds professionnels de capital investissement, et les FIP, fonds d'investissement de proximité. Pour être plus clair et pour essayer de dégrossir un petit peu avec vous ces produits plutôt complexes, nous sommes sur des placements qui visent à soutenir un secteur en développement avec des listes d'organismes qui sont éligibles. Clairement, pour moi, on est dans l'investissement dans l'économie réelle, un petit peu type du mécénat. Participer au financement d'entreprises innovantes qui ne sont pas cotées. En général, il s'agit de souscriptions pendant une période limitée et fixée à l'avance, avec plusieurs avantages. Donc, une réduction d'impôt qui va être de 25%, mine de rien, du montant investi. Donc, réduction d'impôt de 25%. Par contre, nous sommes plafonnés en termes de montant d'investissement avec un plafond à 12 000 € pour une personne seule, 24 000 € pour un couple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va être sur du one-shot, donc on va être sur une défiscalisation uniquement l'année de l'investissement. Donc, si on veut perpétuer ça tous les ans, ça veut dire remonopoliser de la trésorerie et refaire un investissement sur des nouveaux fonds communs de placement qui seront d'actualité dans l'année qu'on évoque. Et surtout, d'avoir des points de vigilance, c'est-à-dire qu'on va être sur des détentions de parts sur une durée minimum de 5 ans et qu'on est sur un risque de perte en capital qui est quand même avéré. Au jour d'aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, on a la réduction d'impôt de 25%. Par contre, le risque de perte en capital, concerne les 75% restants. Mais on est au jour d'aujourd'hui sur des placements où on est en réelle participation avec l'économie réelle et où il est possible, avant la fin de l'année, de pouvoir faire des souscriptions qui vont être vraiment en rapport avec le montant d'impôt qui est dû. Attention toutefois, on est sur du produit de placement qui est certes à risque, donc bien avoir l'épargne liquide et autres disponibles parce que détention de parts sur une durée minimum de 5 ans, il faut avoir la trésorerie correspondante pour, on va dire, pallier à certains soucis qu'il peut avoir dans la vie quotidienne. Voilà pour les fonds communs de placement. Ensuite, je voulais aborder avec vous les SCPI fiscales. Déjà, revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'une SCPI, qu'est-ce que les grandes familles des SCPI et voir avec des exemples concrets comment ces SCPI, de par leur subtilité défiscalisante, peuvent avoir un impact sur votre montant d'impôt. Déjà, une SCPI, qu'est-ce que c'est? Des placements collectifs à capital fixe, collectant l'argent des particuliers en vue de l'investir dans un parc locatif et d'en assurer la gestion. Donc déjà, on distingue ça à l'inverse de l'immobilier en direct. Là, on est sur plutôt un pot commun, une pierre papier, quelque chose dont on entend beaucoup évoquer, que ce soit sur tous les articles de gestion de patrimoine ou autres. Plusieurs grandes familles de SCPI, les SCPI de rendement, les SCPI de défiscalisation et les SCPI de plus-value. On va être essentiellement sur des SCPI immobilières, de bureaux, de commerce, mais également SCPI spécialisés, notamment dans la santé ou dans l'écologie. Plein de choses, plein de mutualisations, une gestion déléguée, voilà ce que je veux voir avec vous, mais vraiment le côté où la défiscalisation peut faire partie intégrante de ce produit-là. Donc, en général, à chaque fois, en contrepartie de cet investissement, les épargnants reçoivent des parts sociales et des revenus d'ordre locatif et de capitaux mobiliers. Si je prends le principe d'une SCPI défiscalisante, clairement, les fonds vont être investis dans des biens qui respectent les exigences des différents dispositifs de défiscalisation et qui profitent des avantages fiscaux comme s'ils étaient investis en direct. Donc, en général, on va être exactement sur la même notion de durée, de taux de réduction, de plafonnement à respecter.
mais voilà, on est sur quelque chose qui est copie conforme à l'immobilier en direct et aux niches fiscales existantes. Du coup, si on voit la page d'après, j'ai voulu vous mettre, on va dire, 4 exemples et vous montrer à côté que les caractéristiques et fonctionnements étaient équivalents à ce qu'on pouvait voir sur les dispositifs en direct. Donc, la SCPI Pinel, avec la réduction d'impôt de 21% maximum, logement neuf qui répond au même respect d'engagement de location. La SCPI de Normandie, pareil, il faut que le bien soit éligible, donc 25% du prix du bien qui doit être consacré à des travaux de modernisation et de rénovation énergétique. La SCPI Malraux, pareil, investissement, rénovation, dans des immeubles où là, on va être d'habitation historique, on va être sur de la vraie réhabilitation, des biens de prestige. Toujours les mêmes plafonds. Plafond des travaux qui ne peut pas excéder 400 000 € sur 4 ans, avec une réduction d'impôt qui va varier entre 22 et 30% de ce montant en fonction de la zone d'investissement. Et la SCPI déficit foncier, investissement et rénovation vraiment lourde d'immeubles, possibilité de déduire les charges de rénovation des autres revenus fonciers, avec les 10 700 sur les revenus d'activité durant les années. Donc 10 700 pendant 3 ans, 4 ans, si on est sur 3-4 ans de travaux, tout le surplus et déficit existant va être reporté pendant 10 ans. Les avantages des SCPI fiscales, et là, c'est vraiment, on va dire, les points forts, et notamment à la date où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Déjà, on est sur un investissement avec un petit ticket d'entrée. Généralement, on est aux alentours des 5 000 €. Quand on compare par rapport à de l'immobilier en direct, forcément, on va être sur quelque chose qui nous permet de toucher du doigt, éventuellement beaucoup plus facile d'accès, et souvent de se dire que je n'ai même pas besoin de partir par un financement bancaire, notamment à cette date-là, où les démarches sont beaucoup plus longues, mais d'avoir cette trésorerie de côté et me dire, ben voilà, je peux faire mon investissement avant le 31 décembre. Diversification du patrimoine et accessibilité sur différents types de marchés et secteurs géographiques. Je vous ai dit, on est sur un pot commun. On va toucher du doigt divers secteurs géographiques, divers secteurs d'activité, du commerce de proximité, de l'immobilier de bureau. Voilà. On va pouvoir partager, diversifier ce patrimoine. Ce qui en vient à troisième point, la mutualisation du risque. La simplicité de gestion, on est sur une gestion déléguée. On ne s'occupe de rien. Ce n'est pas présence aux assemblées générales ou autres à regarder qu'est-ce qui va dans les communs ou pas. La simplicité de gestion, elle est primordiale. Et sachez, et c'est là le point le plus important, notamment en étant 19 novembre, que c'est l'année de souscription qui fait foi pour le début de la réduction d'impôt. Nous sommes en décorrélation totale des dates d'achèvement de travaux habituels. Sur un dispositif, prenons l'exemple d'un dispositif Pinel, il va falloir attendre la date d'achèvement des travaux qui survient en général l'année d'après, voire 2 ans plus tard au jour de la réservation. Là, si souscription est faite, enregistrée avant le 31 décembre, lors de la déclaration d'impôt d'avril prochain, ce montant sera déjà enregistré et la réduction d'impôt due à ce placement-là sera bien versée en 2022. Donc, clairement, si je prends la SCPI Pinel en exemple, souscrit avant le 31 décembre 2021, si je prends 100 000 € d'investissement en exemple, frais d'entrée inclus, c'est important, le montant de la réduction d'impôt va s'effectuer, frais d'entrée inclus, on aura bien 2 000 € de réduction de la première à la 9e année et 1 000 € de réduction de la 9e à la 12e année. Donc, on va être exactement sur les mêmes critères du dispositif Pinel, mais par contre avec ce gros point positif où c'est l'année de souscription qui fait foi. Quant au point de vigilance, bien entendu, ils sont également à prendre en considération, ça c'est certain. N'oublions pas et gardons bien en tête que nous sommes sur un horizon de placement lointain. En règle générale et en moyenne, la durée de conservation d'une SCPI fiscale va être minimum de 15 ans. On part du principe que les 15 ans, ça va être la dissolution de la SCPI
et qu'elle est en phase avec un cycle immobilier. Donc, si on veut que la valorisation au jour de la dissolution soit équivalente minimum, voire plus, au montant de souscription, on va être sur une durée de détention de cette durée-là. Car bien entendu, ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est qu'on est sur une réelle difficulté de céder ses parts avant la fin de la durée de conservation, car quasi pas ou peu de liquidité avant la dissolution de la SCPI. Pareil, beaucoup d'offres sur le marché, beaucoup de SCPI. Attention et soyez très regardants aux frais d'entrée et de gestion. D'où le fait d'être accompagné sur le choix, sur les montants, sur quoi je veux investir, quel secteur géographique, qu'est-ce qui me touche. Où là, en fonction de ce que vous souhaitez, on va pouvoir trouver des solutions. Et surtout, on n'a pas de boule de cristal, mais être très regardant quant au devenir de la valorisation des parts, parce qu'elle va complètement dépendre de la qualité de gestion de la SCPI, des frais, comme j'ai dit au-dessus, mais surtout au choix d'implantation géographique du marché immobilier. C'est certain. Voilà pour ces SCPI. Donc, SCPI fiscale, peu importe la niche, on va dire, voilà, il est encore temps de faire une vraie étude approfondie pour regarder ce qu'il est possible de souscrire. Je voulais également revenir sur des choses à ne pas oublier qui peuvent tous vous concerner. Tout ce qui va être réduction et crédit d'impôt de la vie quotidienne. Alors, il y en a plusieurs. Là, j'ai voulu, on va dire, mettre en focus les 5 qui reviennent le plus et surtout, revoir avec vous quelques petites subtilités en termes de crédit ou réduction d'impôt, de plafond et de taux applicables. Donc, les dépenses familiales et personnelles. Déjà, tout ce qui va être garde d'enfants hors du domicile. Alors, j'insiste bien sur le côté hors du domicile. Là, on est sur un crédit d'impôt. Donc, on va être sur les enfants âgés de moins de 6 ans au 1er janvier de l'année en cours, donc l'année où on fait la déclaration. On est sur un crédit d'impôt, donc crédit d'impôt de 50% de vos dépenses, plafonné à 2 300 € par enfant. En cas de séparation, en cas de divorce, ce plafond n'est pas doublé. Il peut être divisé par 2, mais on va rester sur les 2 300 € par enfant. Là vont être concernées toutes les dépenses aussi au niveau des assistantes maternelles, crèches, garderies, centres de loisirs. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi et ce qui est important, c'est que toutes les prestations sociales type CAF qui vont être versées sur ces prestations-là vont bien entendu devoir être déduites du crédit d'impôt. Voilà, on ne peut pas avoir double avantage, je vous le redis, mais de bien être regardant s'il y a eu des rentrées de revenus dues à la CAF notamment, qui est le principal prestataire de versement sur la garde des enfants. Ensuite, les frais de scolarité. Frais de scolarité, nous sommes sur une réduction d'impôt. Là, on est sur des frais de scolarité avec ce montant de réduction qui est versé en fonction de vos enfants, s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures. L'enfant peut être boursier, mais par contre, l'enfant ne peut pas avoir de contrat de travail. Chose importante aussi, notamment par rapport aux étudiants, s'ils ont un job à côté avec un contrat, un CDI notamment. Le montant de la réduction sur 2020, il est celui-ci. C'était 61 € par enfant qui est au collège, 153 € par enfant au lycée et 183 € pour les étudiants d'enseignement supérieur. Sachant que les 183 € pour les étudiants ne sont possibles en réduction sur le foyer fiscal des parents que jusqu'à l'âge des 25 ans révolus de l'enfant étudiant. L'emploi d'un salarié à domicile. Là, nous sommes, comme la garde d'enfants, sur du crédit d'impôt. Donc, ces emplois de salariés à domicile égalent à 50% des dépenses avec un plafond de 12 000 €. Donc, 12 000 € de dépenses pour tout ce qui va être emploi salarié par année, donc par foyer fiscal. Et ces 12 000 € de plafond peuvent être majorés de 1 500 € par enfant à charge. Là, donc, ce qui revient le plus souvent, on va être sur des dépenses dues à femme de ménage, soutien scolaire, jardinage, bricolage. Voilà des choses qui reviennent souvent sur les déclarations d'impôts. Donc, ne pas oublier ça également. Petite subtilité aussi sur la prestation compensatoire, donc en cas de séparation et de divorce, où là, on est sur un pôle de réduction d'impôt également. Donc, réduction d'impôt pour la personne qui va verser.
de 25% du capital, donc du virement effectué au conjoint, si ce virement est effectué dans les 12 mois suivant le divorce. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est pas un peu méconnu, mais voilà, qui est une pratique quand même qui se fait souvent. Donc gardons en tête qu'on est sur une dépense familiale ou personnelle qui a un taux de réduction d'impôt de 25%. Et pour finir, les dons aux œuvres. Donc en plus d'avoir, voilà, on va dire quelque chose d'utile dans la société auprès de personnes qui en ont besoin, on va aussi avoir le côté avantage fiscal. Donc, on distingue deux organismes. Les organismes d'aide aux personnes en difficulté, où là, on va être sur 75% de crédit d'impôt dans la limite avec un plafond de 1 000 €. Et toutes les autres associations, où au lieu d'être à 75, on va être à 66%, avec un plafond qui correspond à 20% du revenu imposable. Donc voilà, les dons aux œuvres, même si en général ne sont pas effectués pour l'avantage fiscal, gardons en tête d'avoir ce petit crédit aussi d'impôt qui n'est pas négligeable. Je pense aussi à tout ce qui peut être cotisation syndicale, où ce sera bien des sommes qu'il faudra ne pas oublier et mettre dans nos avis d'imposition. Je voulais aussi montrer quelque chose sur la vie quotidienne, même si c'est quelque chose qui concerne de moins en moins de dépenses énergétiques et que malheureusement, il y a de moins en moins de dépenses qu'on va pouvoir enregistrer et être concernées. Mais le crédit d'impôt pour la transition énergétique, donc le site qui est mis en place depuis plusieurs années, permet quand même de bénéficier d'un crédit d'impôt non négligeable. Les contribuables concernés, qui sont-ils ? Déjà, obligation d'être propriétaire de sa résidence principale. Je le redis, il y a eu certaines lois de finances ou certains éco-prêts ou autres, où les locataires occupant à titre gratuit, notamment leur logement, étaient, possibilité d'être éligibles. Sachez que là, on va être uniquement sur les propriétaires résidence principale. Les locataires aussi, s'ils payent un loyer et contrat de bail. Par contre, les locataires qui occupent à titre gratuit ne sont pas concernés. Les équipements éligibles, sachez qu'il y a de moins en moins de dépenses possibles, mais qu'il y a quand même des choses existantes. On va être, si je prends des exemples sur des choses plutôt très poussées pour tout ce qui va être rénovation, mais rénovation poussée énergétique. Ça porte bien son nom. Donc, souvent, sur tout ce qui est matériaux d'isolation thermique, des parois vitrées, des parois opaques, équipements de chauffage, fourniture d'eau chaude, sanitaire, pompe à chaleur, autre que hors air, je le précise, parce que il y a quelque chose qui est sur des dépenses qui sont quand même plutôt poussées. Également, tout ce qui va être système de charge pour véhicules électriques. Je voulais apporter cette petite précision parce qu'on est sur des augmentations de plus en plus de ce genre de dépenses. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut faire partie de ce crédit d'impôt. Sachez que le revenu fiscal de référence est regardé, donc tout le monde ne sera pas éligible. Alors avec des plafonds qui changent d'année en année, à titre d'exemple sur 2020, un foyer composé de 2 personnes en région, je précise en région parce on a toujours des plafonds en Île-de-France et autres régions. Et le montant des revenus et le seuil maximum à ne pas dépasser, on va être sur 27 896 € pour 2 personnes. Donc voilà, bien être regardant aussi si on est concerné et si on fait bien partie de ces montants à respecter. Et ce montant de crédit d'impôt, il va être en fonction de l'équipement éligible, tout simplement. Mais sachez qu'il ne peut pas dépasser 75% de la dépense. Par contre, cette dépense, elle est bien TTC, frais de pose inclus. Donc voilà, il faut que les professionnels soient attestés RGE. Il y a plein de petites choses à regarder, mais notamment sur des personnes qui font de la construction, qui veulent être sur des normes BBC ou respectant toutes les normes énergétiques. Sachez que ce CITE est encore d'actualité et permet d'avoir un montant qui a un impact direct sur votre montant d'impôt brut. Pour finir, j'ai envie de vous dire le dernier item, important de quand même soulever et d'appuyer l'investissement immobilier en direct,
parce que dernières opportunités. Alors, qui dit dernières opportunités dit pas du tout des lots dont personne ne veut, hein, parce que c'est absolument pas le but, mais bien au contraire, d'être sur des emplacements stratégiques. 3 grandes familles, et déjà tout ce qui va être dans le neuf, donc tout ce qui va être vente en l'état futur d'achèvement, donc le dispositif Pinel, le LMNP en résidence de service, tout ce qui peut vous avoir de la réduction d'impôts, que ce soit le 12, 18, 21% par le dispositif Pinel en fonction des années, le LMNP avec l'option Censi Bouvard encore applicable jusqu'au 31 décembre. Là, au 19 novembre, où, comme je vous disais tout à l'heure, on a un interlocuteur bancaire, une étude d'enveloppe qui est déjà effectuée au niveau des courtiers. Donc, on va pouvoir faire cette dernière ligne droite de manière le plus rapide possible. Mais vu qu'on est sur de la VFA, on ne va pas avoir les délais de préemption des mairies qui sont de 2 mois. Donc, on est, qui dit signature de contrat de réservation, dit possibilité de passage chez le notaire avant le 31 décembre. Où on va être sur du paiement cash ou du financement ou un moitié-moitié. Financement et investissement dans l'ancien également, dispositif de Normandie, déficit foncier. Je veux juste rebondir avec l'immobilier de restauration Malraux, monument historique, car si travaux effectués et déblocage avant le 31 décembre, bien entendu, avantage fiscal dès l'année prochaine également sur les revenus de cette année. Donc, il n'est pas trop tard. On a, là, j'ai envie de vous dire, c'est du conseil de dernière minute, mais voilà, ne nous fermons pas les portes sur des retours de lot ou des programmes qui peuvent être pile et adaptés à votre situation fiscale et qui permet de ne pas attendre une date d'achèvement des travaux lointaine et avoir un impact directement. Et j'ai envie de vous dire en résumé, et je trouve que c'est ce qu'il faut garder en tête, il est encore temps d'agir. On est au 19 novembre, comme je vous ai dit, que ce soit immobilier, financier, on a encore des possibilités de souscription. Par contre, et c'est hyper important, c'est pas confondre vitesse et précipitation. On est sur des horizons de placement qui sont à respecter, sur une notion de risque qui est à valider avec vous contribuables et investisseurs. Et quoi de mieux qu'un professionnel pour vous aiguiller? Parce que là, on va être sur une solution personnalisée. Chaque solution est différente. Et à cette époque de l'année, on peut se permettre d'avoir un montant d'impôt qui soit en vraie réalité avec l'impôt dû, parce qu'on se rapproche de la fin de l'année. Donc là, c'est quoi de mieux qu'un rendez-vous pour justement être en phase et voir quelle solution sera la mieux adaptée à mettre en place au plus vite. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique de dernière ligne droite avant la date butoir et avant l'échéance fiscale. Merci beaucoup Claire, c'était encore très très complet. Je vous ai envoyé aussi parce que on a fait pas mal de webinars, donc des fois il y en a un qui faisait 1 heure aussi que sur le PER ou que sur les SCPI, donc je vous invite à regarder notre chaîne YouTube Quintessence où vous pouvez retrouver l'intégralité des webinars déjà effectués. Juste aussi pour ceux qui étaient arrivés peut-être en retard, qui s'excusaient, donc vous en faites pas, vous aurez le replay. Vous aurez aussi le document qu'on vous enverra par email. Donc voilà. Et puis je vous ai indiqué plusieurs fois, vous l'aurez aussi à la fin du webinaire et par email, comment prendre contact avec un de nos CGP, donc qui sont sur toute la France. Vous l'avez compris avec Claire, il y a des solutions, mais le mieux c'est quand même d'être accompagné. Donc vous avez toutes les coordonnées. Et pour ceux qui le regardent en replay et du coup qui n'ont pas accès au chat, vous pouvez vous rendre directement sur le site www.groupe-quintessence.fr et là, vous avez tout ce qu'il faut pour prendre rendez-vous. Voilà, ça me permettait aussi d'avoir l'occasion pour vous de poser vos questions parce qu'il y en avait quelques-unes, mais je vois qu'il y en a des nouvelles qui sont arrivées. Je vais commencer par la première qui a été posée. Tu n'abordes pas le Girardin, Claire. Pourquoi? Alors, je pourrais. Après, avec une centaine de niches fiscales, mais oui, Girardin industriel, bien sûr que j'aurais pu aussi aborder le côté dom-tom, c'est certain. Mais il y a tellement de thématiques, voilà, j'ai voulu être sur quelque chose de concret sur cette dernière ligne droite, mais c'est sûr que pour réduire
ces impôts. Il y a plein de niches fiscales possibles, qu'elles soient immobilières, qu'elles soient de placement mobilier. Donc, désolée de ne pas avoir abordé ce thème. Je peux l'aborder en message privé sans problème. Mais bien entendu, ça reste aussi quelque chose qui est encore en application. D'accord. D'ailleurs, je mets du coup tes coordonnées directes, donc comme ça, oui, voilà. Oui. Tu nous as autorisé à donner ton numéro de téléphone. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Notamment, je sais que tout ce qui est réduction, crédit d'impôt de la vie quotidienne, voilà, fait émerger beaucoup de questions sur chaque situation. Donc, de ne pas hésiter, vraiment. Ok. Alors, on avait aussi justement, je rebondis là-dessus, on avait une question, peut-être tu le sais, ou sinon, vous pouvez contacter Claire directement. Est-ce que les formations aussi sont comprises dans ces réductions d'impôts? Alors, tout dépend les formations de quel type, parce qu'il y a des formations agrémentées par l'État qui sont bien entendu en réduction. Alors là, on sera sur de la réduction. Mais oui, après, comme tout, il faut être très regardant. Notamment, je parlais tout à l'heure de l'exemple des artisans sur les CITE. Voilà, ils doivent être agrémentés RGE. Les formations, c'est pareil. Il y a plein de petites subtilités pour que ces formations soient encadrées par l'État et notamment permettent, donc je peux être plus précise, pareil, en privé ou autre, mais permettent une reconversion professionnelle. C'est surtout cette petite subtilité-là. Mais si on parle au niveau des enfants, tout ce qui est formation, soutien scolaire aussi, bien entendu, voilà, ça fait partie des réductions qui sont envisageables. Ok, très bien. Alors, on avait aussi une question. Alors, j'ai un peu répondu, mais enfin, non, sans répondre vraiment, mais c'est l'éternelle question du taux d'intérêt du PER. Donc, je pense que ça dépend vraiment des placements. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples suivant les risques Oui, alors, il y a trois grandes familles. Il y a le côté fonds euros où, vu qu'on est plutôt sur une horizon de placement lointain, voilà, on est sur le côté retraite. Donc on peut, ça va dépendre aussi de l'âge de souscription quand on va faire le produit. Mais sinon, moi, je suis plutôt partisante justement d'aller toucher la diversification et vraiment d'aller toucher une notion de risque peut-être un petit peu plus avéré que sur l'autre côté, épargne disponible ou autre, parce que là, on a validé de toute façon un horizon de placement lointain. Donc, on peut se permettre d'avoir des cycles, on va dire, qui varient en fonction des fluctuations de marché. Si je prends l'exemple des taux fonds euros, on va être, voilà, comme des fonds euros typiquement contrats d'assurance vie qui vont être entre 1 et 2%. Voilà, net de frais de gestion au jour d'aujourd'hui. Alors après, avec un risque de perte en capital qui est néant, c'est certain. Mais voilà, ce serait dommage de se cantonner à ça. Je pense qu'une bonne diversification permettra d'être sur les marchés immobiliers, donc sur les unités de compte immobiliers, où là, on peut on va être sur du plus 5%, moins 5%. Essayons de se donner en tête un petit peu ce rendement-là. Et surtout, aller toucher du doigt les UC bourses. Où là, voilà, on peut être sur un plus 20, moins 20 en termes de rentabilité. Mais par contre, des arbitrages sont possibles. Donc, on est sur une architecture ouverte. Donc, l'objectif est qu'on peut aussi bouger ce contrat. Ce n'est pas l'investissement de départ qui sera forcément l'investissement de sortie. Donc, on va s'adapter aussi à faire des arbitrages en cours de vie du contrat, des mandats de gestion qui sont possibles en fonction du profil choisi. Voilà, on va dire fonds euros, 1,5 en moyenne net de frais de gestion. Les unités de compte immobilier, plus 5, moins 5, donc on se garde en tête ça. Et les unités de compte bourse, où là, on va être sur plus de risques, mais avec une notion de durée qui est importante. Donc, de bien diversifier, de ne pas mettre ses œufs dans le même panier et justement d'aller chercher le meilleur rendement possible en mettant un petit peu des trois. Super. Alors, du coup, on avait aussi des questions sur les FCPI, notamment de Tony qui demandait si la risque de perte en capital était total ou partiel. Dans tous les contrats de souscription des FIP et FCPI, il sera noté que, mis à part la réduction d'impôt des 25%, qui, elle, n'est pas perdue parce qu'elle va être avérée, clairement, sur les 75% restants, le risque de perte en capital, il est avéré. Ok. Alors, du coup, justement, est-ce que, ça c'était une question d'Alain, est-ce que c'est possible de racheter avant une perte éventuelle ou totale? Et non, on est sur une obligation de conservation de 5 ans. D'accord. Donc, on voit que c'est quand même… Regardez la valorisation et ça va être la seule chose de possible le temps de la conservation.
Bon, en tout cas, du coup, si on veut investir là-dedans, c'est vrai qu'il faut bien se faire conseiller. Oui, vraiment. Là on est sur pour le coup, une niche fiscale très, très niche. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait en face de nous un investisseur, comme je disais, un peu comme une pyramide. L'épargne, on va dire que les FIP, FCPI, on va être en haut de la pyramide. C'est-à-dire qu'avant, il va falloir avoir le matelas de sécurité, l'épargne disponible. Voilà, tout ce qui est trésorerie, on va dire, un petit peu moins bloqué que ça. Parce que là, c'est certain que le risque de perte en capital est avéré. Donc, surtout, voilà, il faut qu'on soit sur cette somme de trésorerie qui ne nous manque pas à un moment dans les 5 ans, voire après. Ok. Alors, du coup, il y avait Muriel aussi qui demandait, je pense que c'était sur la fin de ton intervention, pourquoi tu parlais de dernière opportunité? Alors, je suppose que c'est parce que tu parles de fin d'année, mais il y a des opportunités immobilières, sinon, qui peuvent se prendre pour la suite. C'est bien ça, Claire? Ah complètement. Là, le sujet étant d'ici la fin de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, je me disais, voilà, il reste encore des petites pépites de dernière opportunité, mais bien entendu que voilà, les dispositifs, le dispositif Pinel en l'état actuel est reconduit jusqu'au 31 décembre 2022. Enfin, voilà, bien entendu, là, on est sur le focus de dernière ligne droite, mais prenons le temps, plus c'est fait en amont, mieux c'est aussi. Donc, prenons le temps d'étudier pour anticiper un 2022, un 2023, parce que la fiscalité sera bien toujours présente. Voilà, donc on peut aussi prendre rendez-vous pour 2022 ou 2023. Exactement. Sans se précipiter pour la fin. Disons, voilà, ça permet de comparer certaines autres et de ne pas se presser non plus. Oui. Alors, j'ai une question aussi de Karine qui nous demande, que pensez-vous de la double résidence fiscale? C'est-à-dire je ne sais pas trop non plus. Surtout pour les SCI. Il précise. Alors, est-ce que double résidence fiscale? Alors, du coup, peut-être Karim, peut-être poser la question par email pour en savoir plus. Oui, parce que je ne sais pas de quel ordre on parle. Est-ce que c'est sur des plus-values de revente? Est-ce que je ne sais pas. Ok. Et du coup, je pense que pour préciser un petit peu. Oui, je regarde. Je répondrai sans problème. Ok. Alors ensuite, oui, il y avait une question de Wassila. Combien d'argent faut-il mettre dans un PER pour bénéficier des 10% d'avantages fiscaux? Alors, peut-être repréciser par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Oui. Ouais. Alors, du coup, possibilité dans chaque année de prendre tout simplement combien on a déclaré, donc le net imposable. Donc, de cette somme-là, on va enlever ou les 10% ou les frais réels. Donc là, on va avoir notre base de calcul pour se dire que je prends 10% de cette somme que je vais pouvoir mettre chaque année, investir sur mon PER. Alors, ça peut être moins, il n'y a pas de minimum, mais on va dire que là, on parle de plafond avec possibilité de récupérer, du coup, les 3 dernières années fiscales. Donc, on peut se retrouver avec une somme qui est exorbitante par rapport à ce qu'on peut mettre. Mais voilà, on va dire dans la règle actuelle des choses, c'est bien les 10% de ces revenus d'activité par an, une fois l'abattement déduit. Eh bien, très bien. Alors, juste une précision aussi, parce que j'ai Alain qui dit je laisse Claire m'appeler. Alors après, je ne sais pas si vous vous connaissez personnellement. Alors, même si on vous a demandé les coordonnées pour le webinaire, passez par le formulaire ou prenez les coordonnées là qu'on laisse de Claire directement pour plus de facilité, pour que ça soit plus simple. Pas de souci. Voilà, pour la suite. Donc, prenez contact avec elle directement via son email ou laisser un message vocal sur son téléphone si elle ne répond pas tout de suite. Et puis, peut-être finir par ça, parce que là, du coup, ça fait déjà. Je déteste. Non, mais c'est super. Heureusement qu'on n'a pas parlé aussi du Girardin et tous les autres. Oui, mais on en a de toute façon, on peut y passer. Vous avez mis un peu de soleil, Romain. On peut y passer la journée. Mais peut-être un petit message aussi, parce que Patrick, il dit, auriez-vous un schéma des différentes niches fiscales afin d'avoir un max de réduction d'impôts? Alors, tu disais qu'il y en avait beaucoup. Donc, je pense que le mieux, c'est peut-être de voir un conseiller pour s'adapter au profil. Oui, parce que là, j'ai essayé de mettre celles qui sont les plus pertinentes à ce jour mais sur les réductions, crédit d'impôt, vie quotidienne, sur l'immobilier, bien entendu, oui, il y en a. Et puis, ça va dépendre vraiment du patrimoine actuel de l'investisseur.
C'est-à-dire que ma proposition va pas du tout dépendre du montant de l'impôt. Alors certes, c'est un facteur important, hein, mais ça va surtout dépendre de qu'est-ce qui est déjà mis en place, quelle est la constitution du patrimoine immobilier et financier actuel, combien l'investisseur est prêt à me confier, que ce soit en montant de cash d'un coup ou en montant d'efforts d'épargne mensuel. Enfin voilà, il y a plein de choses possibles. Il y a des solutions qui iront à un foyer fiscal et qui par contre seront complètement à l'opposé d'un autre foyer fiscal, pourtant qui auront tous les deux un montant d'impôt identique. Donc c'est vraiment le côté qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce que je veux faire, et qui va surtout présager pour qu'est-ce que je vais, moi, préconiser derrière. Eh bien, merci. Et puis, il y a la petite dernière question. Et puis, si vous en avez d'autres, encore une fois, je vous ai envoyé le lien pour prendre contact avec un CGP. Vous avez les coordonnées de Claire. Vous recevrez aussi par email le petit lien si vous n'avez pas eu le temps de le voir. La petite dernière question, c'est quelles conditions financières pour un investissement immobilier? Est-ce qu'il faut, par exemple, un apport alors, on sait que les taux sont bas, mais peut-être les conditions se sont durcies. Oui, alors après, il y a des nouvelles normes au niveau bancaire qui changent souvent, qui changent beaucoup, qui ne sont pas les mêmes en termes d'établissements bancaires et qui ne sont pas les mêmes non plus sur les secteurs régionaux. Donc, c'est de plus en plus compliqué d'y voir clair. Après, on arrive encore à trouver du financement, bien entendu, sur des durées longues. Hein. Quand je parle de durée longue, je parle du 20, du 25 ans parce que nous, ça a un intérêt fiscal, hein, c'est faire de la charge, c'est avoir des intérêts d'emprunt. Donc, c'est important. Et encore, d'avoir des financements sans apport. Bien que, on est des fois face à des établissements qui demandent en apport les frais de notaire, frais de garantie, frais de dossier. Mais j'ai envie de vous dire, nous, ce qu'on va vraiment chercher, et d'où l'avantage d'être accompagné par une société de courtage, c'est vraiment le fait d'être sur un montage spécifique. On parle de défiscalisation, on ne parle pas d'acquisition de résidence principale. Donc, le coût de crédit, il ne va pas être du tout aussi important si on parle de charges déductibles. Donc, c'est bien un vrai montage, une vraie demande. C'est pour ça que c'est bien d'être accompagné aussi quand on fait ces démarches au niveau des banques. Mais là où les nouvelles normes sont plutôt serrées, c'est au niveau du taux d'endettement. Là, au jour d'aujourd'hui, on arrive à avoir des durées longues, on arrive à avoir sans apport. Par contre, quand on est sur du au-delà de 35% d'endettement après projet, à nous d'appuyer le dossier, hein, mais on va dire que ces nouvelles normes sont mises en place et sont plus regardées qu'auparavant. Merci pour ces précisions. Et puis, j'en profite aussi. Là, vous voyez que Quintessence est une marque de Plural Group. Et justement, ces questionnements-là, on s'est dit comment accompagner aussi au mieux les gens qu'on conseille. Donc, en tout cas, on a aussi notre marque Privilège Courtage qui fait aussi le courtage et les financements et qui est vraiment experte aussi sur tous les sujets de courtage, mais aussi sur les sujets de financement sur des projets immobiliers défiscalisants, ce qui n'est pas le cas forcément de son conseiller bancaire ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment des choses spécifiques qu'ils vont pouvoir avoir pour vous. Et en plus, tu as une super collègue, je sais, directrice aussi dans ta région. Voilà, c'est vraiment une symbiose pour vous conseiller au mieux. Merci à tous. Bon appétit pour ceux qui n'avaient pas encore mangé. Il y en a peut-être qui ont mangé pendant notre webinaire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain webinaire. Donc, regardez sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse. Pour tous ceux qui sont nos clients, vous avez aussi l'info qui est envoyée toutes les semaines par email. Et merci encore à Claire. N'hésitez pas, encore une fois, à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Le rendez-vous est entièrement pris en charge, donc vous ne risquez rien à part en savoir un peu plus sur ce que vous pouvez faire. Voilà. C'est ça. Merci bien. Merci. Merci.